سلام. Est-ce que... کوشی چی؟ با بذاریم آره. Bonjour à tous. Donc, je vous demande d'accueillir le comédien Saïd Poursamimi. Le comédien Navid Mohammadzadeh. Le scénariste et réalisateur Saïd Roustahi. La comédienne Taraneh Alidousti et le comédien Peyman Mahdi. Et j'ai tout de suite une question pour Saïd Roustahi. Vous entendez? Oui, je vous entends. Oui. Alors, ma question, c'est, vous êtes un cinéaste du groupe humain, un cinéaste de la troupe, et là, vous avez fait un film avec une famille où il y a 4 frères, une sœur et un père notamment, et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de distribuer ce groupe humain de telle manière. Pourquoi c'est une sœur, 4 frères et un père? C'était l'exigence de l'histoire. C'était important pour moi qu'on ait une vision d'ensemble d'une famille pour pouvoir l'approcher sous tous les angles. Voilà, c'est tout. On va prendre quelques questions. Bonjour, Lada Moussavi, Rozname Etemad, journal Etemad d'Iran. Je vous demande ma question en personne. Monsieur Roustahi, c'est à vous que je voudrais poser une question. Dans votre premier film, comme dans celui-ci, vous donnez un rôle très important au personnage féminin. Quand vous faites un film sur la famille, la femme, et en l'occurrence la jeune fille, c'est celle qui met vraiment de son cœur, alors que les hommes sont tous des chômeurs, drogués, des gens empêchés. Est-ce que c'est votre vision de la société iranienne où les femmes ont un rôle clé, un rôle moteur? یه ذره کلیگویی توی حرفتون بود این که من کلا همه مردها رو یا بیکار ببینم یا معتاد، اینجوری نبوده، اینجوری نمیبینم واقعا. ولی اینکه یک زن پیشروی وجود داره که همیشه انگار آینده نگر، انگار نگرانتر، انگار باهوشتر، انگار بیشتر داره میبینه، از شاید از زندگی شخصی من بیاد، از اینکه من یه خواهری دارم به اسم لیلا که اون منو بزرگ کرده و اون باعث شده که من چه شکلی درس، اون کمک کرده که من این شکلی درس بخونم، این شکلی کار کنم یا به اینجا برسم، و اون همیشه پیشرو بوده، آینده نگر بوده و شاید خیلی اون توی زندگی من این تاثیر رو داشته. به خاطر همینه که de commencer cette carrière-là. Et donc, c'est grâce à ma sœur Leila que j'ai cette vision-là, mais je n'adhère pas à votre généralisation. Bonjour, je suis Lili Nikfar. Je voudrais poser une question à Monsieur Poursamimi. Je suis très heureuse de pouvoir vous poser une question. En tant que père dans la société iranienne, la figure du père et du grand-père est sacrée. Donc, je ne vous pose pas la question en tant qu'acteur, puisque votre fille vous gifle dans le film. C'est peut-être la gifle de toutes les jeunes femmes vers la société patriarcale. Mais vous qui venez de cette société où le père est une figure sacrée, comment est-ce que vous avez abordé votre rôle? La réalité, c'est que chaque génération
dépasse la génération précédente. Et c'est une nécessité. Il faut qu'une génération soit supérieure à la précédente. Et c'est ce que je sens quand je vois cette génération-là. J'ai l'impression d'être en retard par rapport à eux. Et quand vous voyez les nouvelles technologies, quand vous voyez la façon dont le monde s'est globalisé, c'est quelque chose que toute personne âgée ressent aujourd'hui, d'être un peu à la traîne. Mais je ne sais pas si j'ai pu répondre parce que vous m'avez demandé de ne pas répondre sur mon rôle, mais à titre personnel, j'ai essayé d'avoir un regard encore plus radical que celui qui m'était proposé, que ce père, par rapport à la génération de ses enfants, soit extrêmement arriéré, qu'il soit empêtré dans ces traditions anciennes qui n'ont plus aucune pertinence dans le monde d'aujourd'hui. Mais je ne sais pas si je vous ai répondu. Bonjour, Nilüfer Ibrahim from Iran International. Je veux poser ma question en persan. Ma première question est pour vous, Monsieur Roustaï. Il y a une maison d'Ekati de plusieurs étages dans laquelle les enfants sont dans un conflit de génération avec leurs parents. Un homme, le père est une figure égoïste qui ne pense pas aux autres. Est-ce que cette maison symbolise la société iranienne et sa relation avec l'autorité? Et quels sont vos espoirs pour que votre film soit montré en Iran? Et une question pour Taraneh Alidousti. Est-ce que vous pensez que Leila représente les Iraniennes aujourd'hui, ces filles qui confrontent le système patriarcal? Et vous, étant donné que vous êtes personnellement sensible à la question des femmes et que vous vous exprimez depuis des années sur cette question, pourquoi, quand il y a eu des accusations contre des acteurs comme celui qui était dans un héros ou dans ce film-là, pourquoi vous jouez quand même avec ces acteurs-là qui sont taxés d'être pour le régime? Le symbolisme, pour moi, c'est pas vraiment une démarche artistique. Ce qui comptait pour moi, c'était raconter une histoire qui soit juste, qui ait une structure qui me paraisse juste sur le plan narratif. Mais c'est vrai qu'il est très difficile de faire un film, notamment en Iran. Ça coûte très cher, il y a des restrictions. Donc ce n'est pas si simple de faire un grand film. Et donc beaucoup de gens se sont dirigés vers des huis clos, vers des films qui se passent dans une maison. Et donc c'est devenu une espèce de cliché de croire que dès qu'il y a une maison, ça symbolise le pays tout entier. C'est un peu une vision unidimensionnelle qu'on a maintenant des décors uniques. Et pour ce qui est de la sortie, oui, je pense que le film sortira en Iran. Mais bon, étant donné que mon film précédent, La loi Téhéran, a été très censuré et malmené en fait par les autorités. Cette fois-ci, je ne permettrai pas que la censure nuise à mon film. Je préférerais que mon film soit carrément confisqué plutôt que censuré. Bonjour. Votre première question, pour moi, Leila joue un rôle assez général. En effet, elle est assez représentative de la condition féminine actuelle. Et elle est à l'avant-garde de la volonté de changement et à l'avant-garde du combat pour leurs droits. Et ces femmes ont aussi le souhait d'améliorer la société dans laquelle elles vivent, d'avoir un impact sur cette société. Et j'ai peu vu cette ambition-là, cette exigence-là auprès des femmes. Je le vois surtout en Iran. Donc, oui, je sens cette dimension représentative dans le personnage de Leila. Et pour ce qui est de votre question sur les accusations qu'il y a eu sur les acteurs, il y a
des cas où ça remonte déjà à plusieurs années. Et donc, à l'époque, j'ai essayé vraiment de me renseigner sur cette question, mais je n'avais guère de pouvoir. Et pour ce qui est des nouvelles accusations, elles se sont exprimées après le tournage de film, et donc sans qu'il y ait de notre côté aussi des accusations qu'on ne connaît pas encore, puisqu'il y a pour l'instant le bénéfice du doute, nous ne pouvons pas soutenir les personnes sur qui pèsent de telles accusations. آرش عزیزی ایندیپندنت فارسی از ترانه عزیز و بقیه بازیگران Je voudrais d'abord spécifiquement نوید و صمیمی عزیز saluer Tarané, mais aussi les autres acteurs. Malheureusement, notre pays, depuis les dernières années, a connu beaucoup de troubles qui l'ont mis à l'avant-scène. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les recherches que vous avez faites pour incarner ce personnage féminin. Je voudrais savoir ça pour tous les acteurs. Est-ce que c'est dans le cinéma iranien que vous avez puisé de votre inspiration ou bien dans la société iranienne autour de vous? C'est un film qui est très beau, mais en même temps extrêmement dur, acerbe. Je ne parlerai pas de recherche peut-être exclusivement dans mon approche de mon métier. Bien sûr, il y a une certaine curiosité de ma part, le fait qu'on vienne d'une autre couche sociale en Iran ne nous éloigne pas du peuple iranien. Et moi, je suis quelqu'un qui m'imprègne beaucoup des gens qui m'entourent. Donc, je m'inspire de ce que j'observe et je constitue une sorte de corpus pour mon propre jeu à partir de ce que j'observe. Donc, pour moi, la force de cette femme n'était pas difficile à jouer. Ce qui était plus difficile, c'était la contradiction qu'il y a entre sa force et ses faiblesses. Mais c'est justement ce qui fait son intérêt, le fait qu'un personnage soit complexe, qu'il oscille entre le rire et les larmes, et d'être à la fois quelqu'un d'extrêmement fort, mais de conserver aussi sa fragilité. C'est comme ça que j'ai perçu mon personnage. Je suis très heureuse de vous voir et j'ai une question pour Navid Mohamadzadeh. Dès qu'on parle de ce film maintenant, on pense au baiser que vous avez posé sur le tapis rouge. Et donc, quand vous avez vu toutes les réactions qu'il y a eu sur ce geste, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je suis très heureux d'être là, aux côtés de cette équipe avec qui j'ai pris un grand bonheur à travailler. Et c'est ma femme, j'avais envie de l'embrasser. Je n'ai rien à en dire. C'est ma femme. Bon, qu'il y ait des réactions, pour moi, c'est des réactions positives plutôt. Et donc, à cette époque, où il me semble important, où l'amour soit célébré. On vit dans une époque où les relations sont dures, où les gens ne font pas attention les uns aux autres. Moi, il me paraît essentiel d'exprimer ma gratitude envers celle qui a changé ma vie, celle qui a apporté de la sérénité dans ma vie. Je n'arrêterai jamais de l'embrasser. سلام امید معلم هستم مجله Bonjour, Omid Moallem. Monsieur Roustahi, vous avez toujours décrit
un groupe dans la société iranienne, une couche qui prend de plus en plus d'importance dans la société iranienne. Et ce film, pour vous, est différent et va encore plus loin dans cette démarche-là. Et dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression que cette couche-là, les couches populaires, sont celles qui sont au cœur des troubles de la société iranienne aujourd'hui? Je pense que le résultat des politiques des gouvernements précédents avait été la constitution d'une classe moyenne qui était devenue extrêmement importante. Et lors des 15 dernières années, cette classe moyenne a disparu. Cela fait 15 ans que la société iranienne s'est appauvrie et que des gens se sont énormément enrichis. Donc la classe moyenne est en train de disparaître. Donc les personnes, très concrètement, changent de classe sociale. Ils changent de voiture, ils changent de maison, ils changent d'alimentation, faute de moyens. Donc, il peut y avoir des cas où on accuse les familles elles-mêmes de leur devenir, mais quand le nombre de ces familles-là qui vivent ce déclassement s'accroît à ce point, quand l'inflation fait rage dans un pays, quand tous les matins vous vous réveillez et vous voyez que votre situation est encore en train de dégringoler, vous ne pouvez plus dire que chaque famille est responsable de ce qu'elle vit. Et donc, mon personnage féminin est un personnage qui essaye de faire en sorte que cette famille n'implose pas. Donc, peut-être que dans mon premier film, L'éternité un jour, on pouvait croire que c'était la famille elle-même qui était responsable, alors qu'ici, c'est assez évident que c'est le pouvoir qui est responsable du sort de cette famille. Les individus n'ont plus aucune prise sur leur réalité. Qu'ils agissent bien ou qu'ils agissent mal, ils sont en train de dégringoler. Et donc, la société est devenue une espèce de purgatoire. Et le problème d'un purgatoire, c'est qu'on garde toujours de l'espoir et on continue de se débattre. On a beau s'enfoncer, on se débat et on ne sait pas si cette agitation va vous aider à vous en sortir ou si au contraire vous vous enfoncez encore davantage. Il y a une toute petite minorité qui s'enrichit et qui s'en sort et tous les autres sont en train de s'enfoncer comme s'ils devaient être punis, comme s'ils avaient un prix à payer. Il faut que les prix augmentent, qu'ils soient multipliés par 4, par 5. Donc, on parle beaucoup de ces sujets-là et j'espère que j'aurai d'autres occasions de le faire. Hello, Babak Ghafouri Azar from Radio Farda. Je suis de la radio Farda. J'ai une question pour Madame Ali Dousti, mais bien sûr, les autres personnes peuvent me répondre. Vous avez montré que vous n'hésitez pas à vous exprimer sur les évolutions de la société, de la politique iranienne. Vous avez déjà parlé de Navid Afkari. Vous avez écrit des textes en soutien du peuple iranien. Dans quelle mesure pensez-vous que des artistes comme vous qui fréquentent des événements internationaux tels que le Festival de Cannes doivent utiliser la tribune qui leur est offerte pour porter la voix tue des Iraniens? Et dans quelle mesure êtes-vous au courant des polémiques qu'il y a sur les investisseurs des œuvres dans lesquelles vous travaillez, que ce soit la série Shahrzad ou le financier principal de ce film-là? J'ai oublié votre première question. Oui, je pense en effet que je suis souvent dans cette posture où il me semble que le silence est impossible et donc j'ai une réaction. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que cette réaction a une légitimité? Je ne sais pas. Je peux peut-être parfois me tromper. Je suis un être humain, je vis dans cette société et je m'exprime. Sans doute que mes réactions ne sont pas parfaite. Peut-être que je peux m'exprimer de façon imprécise. Tout cela est possible. Mais ma sensibilité est là. Je l'assume et je ne pourrai jamais me taire pour dire les choses franchement. Et j'en paye le prix.
Pour ce qui est des investisseurs des films, ce qui s'est passé pour la série Shahrzad était une sorte d'alerte pour nous tous. Nous n'étions pas conscients de ces enjeux-là. Nous avons tous été très choqués et nous avons été amenés par la suite et M. Norouz Begli que vous citez n'est pas l'investisseur de ce film-là. Peut-être que M. Roustaï peut vous parler de la façon dont il a réuni le budget de ce film. Mais pour ce qui est de la série Shahrzad aussi, même si ça remonte à 6 ans, M. Emami est une personne que je n'ai rencontrée qu'à la fin de la saison 1 de Shahrzad. Je n'étais absolument pas consciente de sa présence et j'avais signé avec un autre producteur. Et je pense qu'en Iran, on sait qui était le producteur qui signait nos contrats. Et donc, cette personne qui était dans l'ombre, avec qui je n'ai pas signé de contrat, tout cela s'est produit a posteriori. Je ne peux rien dire. Alors, je ne me justifie pas. Peut-être que j'aurais dû le savoir, mais je ne le savais vraiment pas. Je vous le dis en toute sincérité, en toute sympathie. Je ne l'ai jamais su. J'en ai payé le prix. Nous avons tous subi la critique sur ce fait, mais sachez qu'un investissement a été fait dans une série qui a gagné 5 fois sa mise avec cette série-là. Mais moi, j'ai juste touché mon salaire pour cette série. C'est pas moi qui ai touché les gains de cette série. Donc, pourquoi c'est à moi que vous posez cette question? Il a eu y avoir un bénéfice sur cette série. Ce bénéfice, qu'il soit propre ou sale, cette personne-là est en prison aujourd'hui. Mais moi, je n'étais qu'un élément dans cette série et j'ai touché mon salaire. Bonjour, je suis Alexis pour l'émission La Lumière dans le fond pour la radio Cause Commune 93.1. Déjà, je voudrais féliciter M. Roustaï ainsi que l'ensemble de l'équipe du film pour ce magnifique film. Et je voulais revenir sur... la loi de Téhéran avait subi différentes pressions de la part des institutions de censure du gouvernement iranien. Ils avaient notamment voulu le retirer de la sélection officielle de la Mostra de Venise. Je voulais savoir, après ça a été un immense succès, ça avait permis en Iran, c'était un immense succès. Ça avait aussi à l'étranger, ça avait permis de montrer aux yeux du monde le fléau du crack en Occident notamment. Je voulais savoir maintenant quelles étaient vos relations avec les institutions politiques, religieuses, de la censure, si vous avez subi des pressions sur ce nouveau film. Voilà, merci à vous. D'abord, merci beaucoup pour votre vision de ces films. Pour la loi Téhéran, il était prévu que Peyman et moi produisions le film. On m'a dit oui, il faut au moins Peyman pour qu'on puisse lui aussi l'embêter. Mais finalement, on n'a pas pu le faire tous les deux. On a dû changer de producteur. Et à partir de quand on a déposé la deuxième demande, il nous a fallu en gros 1 an pour avoir l'autorisation de tourner la loi Téhéran. Et une fois que ce film a été tourné, bien sûr, on a subi des pressions de différentes instances pour que le film soit différent. Ils voulaient que je fasse un film qui ressemble à leur constitution, mais moi, je ne voulais pas représenter leur constitution, je voulais présenter mon propre point de vue sur ces phénomènes. Et pour ce film-là, on n'a toujours pas d'autorisation de distribution. On est censé la demander en rentrant et donc, oui, il y aura encore une liste de demandes de la part de la censure, mais je l'ai déjà dit que je ne vais pas le censurer. Oui, toi, tu ne vas pas le censurer, c'est sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que oui, j'aurai de nouveau des pressions, j'aurai de nouveau des critiques. Le gouvernement précédent nous a donné l'autorisation de tourner. Entre-temps, le gouvernement a changé, qui a ses propres lois et qui demande que notre film se conforme à sa vision des choses. Et ça, pour moi, c'est impossible.
possible. Peut-être qu'un jour, je pourrais faire un film qui soit conforme à leur vision, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que là aussi, on mettra des bâtons dans mes roues, mais je ne veux pas me laisser faire. حسن سلجو هستم خوشحالم که همتون رو می‌بینم و دستون درد نکنه. Hassan Solju, je suis très heureux de vous voir avec ce beau film. Ce film est assez long par rapport au format des films qu'on voit en général en salle. Est-ce que pour une sortie en salle, que j'espère que vous l'obtiendrez en Iran, est-ce que vous avez l'intention de raccourcir le film? Non, honnêtement. J'ai même des séquences que je n'ai pas pu garder au montage et qui me manquent terriblement. Si je pouvais, je les remettrais. Mais vas-y, te gêne pas, on n'est plus à ça près. La première version faisait 3h28. Et j'avais beaucoup de mal à la raccourcir pour arriver à la durée actuelle. Donc, je refuse de la rendre plus courte, cette durée. Pour moi, un spectateur est tout à fait capable de voir cette durée-là. Ça a été aussi le cas de La Loi Téhéran. Il n'y avait pas de personnage féminin et le film dure 2h17. On me disait que c'était un film très violent et plus de 3 millions de personnes ont vu ce film en salle. C'était un record pour le cinéma iranien. Donc là aussi, je pense que je n'ai pas de raison de raccourcir le film et que le public suivra. J'espère qu'il l'aimera. Oui, il va même le rallonger, je pense. J'ai une question. Si vous pouvez reprendre vos casques. Pour Peyman Madi, je voudrais vous demander, vous retrouvez donc votre réalisateur, ça fait plusieurs fois que vous tournez avec Saïd Roustahi, et je voulais savoir cette fois-ci comment il vous a présenté votre personnage et comment vous, de votre côté, vous l'avez également nourri. Dis du bien, Peyman, de moi. Bonjour à tous. Je pense que Taraneh a très bien décrit notre façon d'aborder les personnages, donc je ne vais pas répéter ce qu'elle a déjà dit, mais en effet, c'est la 3e fois que je travaille avec Saïd, que nous sommes en contact même entre les films, qu'on se parle des différentes idées, des différents projets, des différents scénarios. Et donc il y a une complicité intellectuelle et artistique entre nous. Quand j'écris un scénario, je l'envoie et je lui demande ce qu'il en pense. Donc il y a vraiment cette complicité qui était déjà là entre nous. Et quand il m'a envoyé ce scénario, j'ai tout de suite beaucoup aimé ce personnage et je pense que c'est vraiment la première fois que je joue un personnage de ce type et je suis très heureux de l'avoir fait avec cette distribution extraordinaire de tous ces acteurs qui sont là, Taraneh, Navid, Monsieur Poursamimi, et je connais très bien cet homme-là, je connais très bien ces couches populaires. Nous sommes forcément aujourd'hui en Iran en contact avec des gens qui n'ont pas d'autre choix que de subir cette inflation. Comme disait Saïd Roustahi, cette inflation peut se manifester 4 fois par jour et donc changer tous vos projets de vie. On dit que la plupart, il y a beaucoup de gens en Iran aujourd'hui, si leur frigo tombe en panne, ils changent de catégorie sociale parce qu'ils n'ont pas plus les moyens de réparer leur frigo. Le moindre pépin peut changer votre destin aujourd'hui en Iran. Et donc tous ces gens-là qui subissent cette situation-là, ils sont tous obligés de devenir des spécialistes de la politique, de l'économie pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour pouvoir remplir leur frigo, pour pouvoir assurer un minimum de confort à leur famille
familles sont obligées de suivre tous les jours ce qu'a déclaré le président américain, ce qu'a déclaré le président français, quelles sont les évolutions du cours du dollar. Tout le monde est obligé de se plonger dans ces données finalement assez théoriques. Et même s'ils ne se sont pas activistes, même s'ils n'ont pas les moyens d'avoir une connaissance approfondie de ces sujets-là, et bien ce sujet-là, ils sont extrêmement superficiels dans leur approche. Ils ont un minimum de capacité d'analyse, mais qui ne peuvent pas aller plus loin qu'avoir cette connaissance extrêmement superficielle. Et pourtant, ils doivent prendre des décisions pour leur vie qui peuvent être des décisions extrêmement graves qui bouleversent leur vie. Et donc, on a beaucoup parlé de ce personnage avec Saïd, un homme qui croit qu'il peut jouer un rôle, qui peut changer les choses et qui se plante complètement. C'est un homme qui a dû aller en prison, un homme qui a essayé de se suicider, un homme qui est obligé de fuir le pays. Malheureusement, ce sont des cas que nous connaissons beaucoup. Et je crois que cette crise économique qui est montrée dans le film peut être comprise dans le monde entier. Ce que le vivent les Iraniens aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas forcément de l'extérieur, parce que ce que vivent les Iraniens sur le plan économique est encore plus destructeur qu'une guerre. Quand on a terminé ce tournage, une voiture Pride coûtait en effet 120 millions de toman, comme on le dit dans le film. Et aujourd'hui, le prix a doublé. C'est ça l'inflation en Iran. J'ai une question pour Saïd Roustahi. Votre film montre un Iran où il y a comme comment dire, l'esprit d'un peuple. Alors, il y a l'esprit officiel avec tout ce qui est donc les séquences de cérémonie, tout le côté officiel de la société iranienne, et puis qui est donc un peu comme une vitrine. Et en dessous, il y a le côté il faut se débrouiller, quitte à avoir recours à une certaine, par moment, illégalité. Donc, on a la sensation que vous montrez cette société qui est donc en deux parties. Une partie qui est immergée, qu'on ne voit pas, mais qui agit beaucoup, qui est obligée dans la survie, et l'autre partie qui fait comme semblant de réussir à s'en sortir, et notamment qui est dans votre film symbolisée par les grandes scènes de foule, les grandes cérémonies officielles. Je voulais savoir comment vous avez travaillé ça, parce que c'est très très beau, cette manière de montrer, sans juger, que l'âme aussi, par moment d'un peuple, elle est confrontée à ce type de société-là. Je pense que la forme qu'a pris cette société, par exemple avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de façade. Il y a une espèce de transparence qui fait que les gens se montrent, et même ceux qui ne veulent pas se montrer sont dévoilés par les autres. Tout le monde se voit. Les pauvres voient les riches voient les pauvres. Il n'y a plus d'opacité. Tout est devenu transparent pour les gens, notamment en raison des réseaux sociaux. Ce qui se passe dans ce film, quand on tournait dans cette maison, on était vraiment sur un décor de 100 mètres carrés. On ne voulait pas un décor plus grand. Et donc, mon chef opérateur, au début, trouvait que c'était trop étroit. Et je lui ai dit que pour moi, c'était important que les acteurs soient à l'étroit, parce que les personnages, ils n'ont aucune intimité. Ils se voient toujours de près. Ils n'ont aucune distance, aucun recul sur l'autre. Le seul moyen qu'ils ont de se créer une intimité, c'est Leila, qui a une chambre, et pourtant le frigo est dans sa chambre. L'armoire des vêtements de Farhad est dans sa chambre. Il n'y a pas d'intimité. Et dans la société, c'est un peu pareil. En raison ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux, les gens n'ont pas d'intimité. Ils savent tout les uns des autres et on ne peut plus rien cacher, en fait. Si on voit un mariage, tout le monde sait que tout est bidon, tout le monde sait que tout est surfait, et pourtant on y va. Et ça, c'est abordé très largement dans le film. Donc, il n'y a plus rien à cacher, il n'y a plus d'opacité, nous ne cachons rien, nous montrons tout.
مرسی. شهلا رستمی هستم. برمیگردم به سخنان خانم Je vais revenir sur ce qu'a dit Taraneh Ali-Dousti, où elle disait qu'il y avait cette ambition, cette exigence de la part des femmes iraniennes. Je ne sais pas si moi je parlerai d'ambition, mais bon, je ne veux pas faire de débat philosophique ici. Mais pourquoi ces ambitions-là n'ont pas permis que les Iraniennes puissent canaliser ces motivations, cette lutte, et sans vouloir faire une révolution? Comment se fait-il que les lois qui discriminent les femmes et qui réduisent les droits des femmes soient de plus en plus nombreux? Cela fait 55 ans que j'ai quitté l'Iran, donc je vois tout cela de loin, mais j'ai l'impression que les femmes qui nous paraissent libres, vues d'ici, ce n'est que dans la dimension des apparences, de bien s'habiller, d'être élégante, mais j'ai l'impression que dans le fond, il n'y a rien qui change. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ce sujet? Bien sûr. Comme vous l'avez dit vous-même, cela fait longtemps, si ça fait 55 ans que vous n'avez pas été en Iran. Si vous étiez en Iran, je ne dis que ce que vous avez dit vous-même, vous verriez que quand tout est interdit, vous passez votre vie à vous battre. Du matin au soir, vous vous battez. Quand vous vous habillez pour aller travailler, quand vous écoutez de la musique dans votre voiture, quand vous interagissez avec vos collègues, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, jusqu'au soir, quand vous retournez chez vous, vous êtes battu toute la journée. Il y a des obstacles qui font que votre simple existence fait de vous une hors-la-loi. Donc, quand je parle d'ambition et de combativité, c'est parce qu'il me semble que même si les femmes donnent l'impression d'avoir pu changer, que la surface de leur vie, ça a été une lutte extrêmement difficile. Vous parlez de l'apparence, mais cette apparence est extrêmement importante. Quand une femme n'a pas le droit de choisir sa tenue et qu'elle joue avec ces lois-là, elle est en train de montrer qu'elle n'est pas passive, qu'elle ne baisse pas les bras et qu'elle ne peut pas se conformer aux lois qui sont dictées depuis 1980 et qui n'ont pas changé. Et personne n'a aidé les femmes dans ce combat-là. C'est elles-mêmes qui essayent de rendre l'atmosphère un peu plus respirable, un peu plus vivable pour elles. Et moi, je les admire pour cela. Bon, je n'entends pas sans micro. Non, il y a une prison à Varamine où les femmes pullulent et vous n'êtes pas au courant. Les combats menés par les femmes et les acquis qui sont les leurs aujourd'hui sont absolument admirables. Si vous n'avez pas été là depuis 55 ans, vous devriez venir et voir. Mais non, elle ne va pas venir. C'est pas du tout que la situation empire. Peut-être qu'on leur met encore plus la pression, mais elles se battent, elles obtiennent leurs droits, elles sont extrêmement indépendantes, elles ne comptent pas sur les hommes, elles se battent tous les jours pour obtenir leurs droits et elles y parviennent et elles font notre fierté. Et en tant que femme iranienne, vous devez être très fière des Iraniennes et sachez que le mot ambition est extrêmement bien choisi. Notre conférence de presse s'achève. Je vous remercie beaucoup et je remercie l'équipe de ce film extraordinaire. Merci beaucoup. Merci.